Et merci à Julien Dossier de venir ce soir. Vous dirigez Quattro Libri depuis 16 ans, je voyais ça, cabinet de conseil spécialisé sur les stratégies de transition écologique, spécialiste de la ville durable, thème que vous enseignez à HEC. Vous êtes co-auteur de Paris change d'air. Alors, je vous laisse, ceux qui n'ont pas lu le livre, voir comment ça s'écrit. Sur la neutralité carbone à Paris. C'était intéressant quand on habite à Rome, puisque je crois qu'on pourrait peut-être faire le même livre à Rome, sans difficulté. Et puis, vous avez écrit un livre qui s'appelle Renaissance écologique, 24 chantiers pour le monde de demain. Alors 24, c'est presque biblique, c'est 2 fois 12. Donc je pense que vous étiez fait pour venir ici, parler au Centre Saint-Louis, qui est le centre culturel français de l'ambassade de France près le Saint-Siège, donc à cette particularité. Vous êtes inspiré de la fresque d'Ambrogio Lorenzetti, l'allégorie des effets du bon et du mauvais gouvernement réalisée à Sienne en 1338, et des 24 chantiers, ça je venais de le dire, presque biblique. Et dans vos thématiques que vous abordez, et que vous aborderez ce soir, vous êtes aussi compatible avec le Saint-Siège, puisque nous rentrons complètement dans les deux encycliques du pape, Laudato Si et Fratelli Tutti, que bien sûr l'assistance connaît, a lu et relu, et en ligne, je vous invite à le lire. Si vous ne l'avez pas fait, à part ça, je dis ça sans faire de blague, je crois que c'est un texte vraiment intéressant et qui mérite d'être lu et relu et commenté. La rencontre de ce soir s'insère dans la semaine des possibles, Agir pour le vivant, organisée par la librairie Stendhal, en collaboration avec Actes Sud. Donc, je remercie votre titre exact, parce que je suis bien très bon. Françoise Nissen, d'accord, d'être venue ce soir. L'ambassade de France en Italie, la Villa Médicis, cette semaine du 22 au 25 novembre, tourne autour de 4 conférences sur la thématique du vivant et des enjeux écologiques d'aujourd'hui, un sujet dont le pape a encore reparlé cet après-midi, pardon. Excusez-moi, lors de son audience. Voilà, je vous laisse la parole et je vous remercie encore d'être venu. Bonsoir. Je suis très heureux d'être ici ce soir et merci, M. Aldan, de vos gentils mots d'introduction et d'accueil. J'ai choisi ici de souligner un des objectifs qui me semble indispensable sur ce contexte qui suit la COP26, qui a soulevé quelques espoirs et produit de grandes déceptions. Face à cette déception, on ne peut pas rester inactif, on ne peut pas simplement poursuivre notre lamentation. Il faut qu'on réagisse et à défaut de pouvoir s'appuyer sur des décisions fortes que nous attendions, il va falloir que nous produisions nous-mêmes ce bon gouvernement, d'où la référence historique à l'allégorie des effets du bon gouvernement d'Ambrogio Lorenzetti. Et pour ce faire, unissons nos forces. Unissons nos forces. Je suis aussi heureux de souligner ce propos avec les couleurs ici de l'Italie pour faire un clin d'œil à cette coopération entre l'Italie et la France qui se matérialise par cette intervention. Pour moi, le propos de Renaissance écologique est très fortement lié à ce dialogue entre les pays. Il part d'une fresque de la Renaissance peinte en Italie à Sienne en 1338, et c'est un projet qui est né en France, à Nantes et aussi à Paris, avec le soutien de la Maison Actes Sud à Arles, donc qui s'incarne dans ce dialogue entre les deux pays. Et pour nous rappeler l'urgence à agir, il suffit de regarder l'actualité, où l'actualité semble tellement dystopique que quand on voit chaud et bouillant, ce n'est pas seulement une leçon de géographie, c'est un rappel que la marche entre chaud et bouillant a été annulée pour cause de canicule. Et l'autre surprise, c'est que cette information ne vient pas du Gorafi, qui cherche à nous faire rire en ces temps tristes, mais de France 3, Bourgogne-Franche-Comté, donc une source éminemment fiable et respectable, qui n'est pas là pour nous faire des blagues. Et c'est à ce moment-là qu'on a besoin de chercher peut-être une inspiration, peut-être dans le passé pour penser le futur, et ceux qui ont vu Retour vers le futur
reconnaîtront cette image. J'ai reprogrammé la machine pour vous ce soir pour nous emmener en 1338, année de la peinture de al fresco, la fresque de Lorenzetti, le cycle de l'allégorie des effets du bon et du mauvais gouvernement. Et le parallèle est frappant. Nous voyons déjà ici, dans cette allégorie, commençons par le mauvais gouvernement, pour nous réserver le meilleur pour la fin, par une évocation d'une sixième extinction de masse. On voit les récoltes en feu, on voit les villages à l'abandon, on voit les arbres décharnés, c'est vraiment ce que nous vivons. Ça se poursuit avec une notion de l'effondrement, qui en plus a l'avantage, entre guillemets, d'avoir subi les effets d'un incendie qui en a laissé des traces. Les zones vides que vous voyez n'ont pas pu être constituées après l'incendie qui a abîmé les fresques. Et dans cet effondrement, nous voyons l'effondrement du commerce avec le Covid qui n'a laissé que les marchands d'armes prospérer. Souvenons-nous que l'année dernière, il y a eu 2000 milliards de dollars de chiffre d'affaires dans l'industrie de l'armement. Comparons ces 2000 milliards de chiffre d'affaires de l'industrie de l'armement avec les 100 milliards qui nous manquaient encore à la COP26 pour agir sur le climat et notamment intervenir dans les pays les plus pauvres qui sont les premiers à subir les effets du changement climatique. Nous voyons là un effondrement avec la violence faite aux femmes, avec MeToo, avec la pédophilie, avec la violence tout court. Et en bas à gauche, peut-être voyez-vous également ces deux fantassins qui servent de pare-buffle pour protéger l'individu, un homme, qui sort apeuré et suréquipé dans son 4x4. Nous voyons là un parfait parallèle avec la dystopie qui frappe la civilisation dans laquelle nous sommes et qui conduit à un effondrement matériel et physique. Vous voyez aussi les bâtiments qui tombent en ruine, qui s'effondrent. C'est ce qui se passe sous nos yeux. Et ce qui se passe sous nos yeux, on le voit également, c'est un effondrement moral et civique avec une menace de tyrannie. Certains qui ont eu le pouvoir, on pense au tyran Trump, dont on peut peut-être tirer peut-être un parallèle avec le portrait de ce tyran ici représenté, entouré de ces mauvais génies, de ces vices qui ont porté au pouvoir cette vision d'un mauvais gouvernement avec la fureur, la division, la luxure, avec la justice entravée en bas, avec la fraude, la division. Donc, toutes sortes de principes qui sont malheureusement très présents autour de nous. Gardons-nous de continuer d'élire ce genre de tyran qui aujourd'hui accède au pouvoir par la démocratie, mais voyons l'impact de la réunion de tous ces facteurs dans une dystopie, une représentation catastrophique, angoissante, paralysante d'un monde qui s'effondre sous nos yeux. Et on peut avoir l'impression qu'il n'y a pas d'avenir autre que cette vision-là, que nous pourrons peut-être ici apporter une rustine, là, un ajustement à la marge. Et évidemment, ça ne servira à rien puisque le verre est déjà dans le fruit, les principes qui guident ce mauvais gouvernement vont continuer de dominer et toute notre action sera perdue sans effet ni impact. Alors, on doit mettre en regard cette vision catastrophique qui certes existe avec les outils dont nous disposons pour faire face. Et l'allégorie de Lorenzetti est structurée en 3 parties. Nous avons vu l'allégorie des effets du mauvais gouvernement, qui est un des grands pans de ce triptyque, réuni en son centre par l'allégorie du gouvernement. Et vous évoquiez les 24 chantiers qui sont ici représentés sous forme de 24 citoyens réunis en paires. Donc nous retrouvons le rythme biblique que vous évoquiez de la douzaine. Et d'ailleurs, on peut remarquer que cette douzaine, c'est aussi peut-être les 12 mois de l'année, avec les uns en début et à la fin, qui regardent vers le cycle qui les a précédés ou qui les suivra. Faisons équipe. C'est le propos introductif d'unir nos forces. Nous avons besoin d'agir ensemble parce que la tâche dépasse les capacités de chacun des individus que nous sommes et unissons nos forces au service du bien commun que voici ici représenté avec ses attributs et notamment la force publique encadrée par des officiers qui prennent leurs ordres du bien commun. Regardez ces regards en bas à droite des soldats qui se tournent vers le bien commun et qui encadrent l'exercice de la force dont ils ont la charge et qui limitent l'action publique militaire là où elle est nécessaire du point de vue du bien commun. Au-delà de ces éléments structurants
pour le coup là, des vertus qui inspirent le bien commun, on voit qu'au centre de la composition, c'est la paix qui est à l'anguille, reposée sur ses armes, n'ayant plus rien à faire, parce que tout va bien autour d'elle, notamment la justice fait alliance avec le bien commun. La justice ici est représentée dans ces deux dimensions. Sur la partie gauche que vous voyez, c'est la justice commutative qui fait respecter l'ordre et la loi dans l'application des peines, mais aussi la justice distributive sur la partie droite, donc notre partie droite, mais la partie gauche de la justice, qui rétablit l'équité. Et ce principe ne doit pas être minimisé, au contraire, dans un moment où une partie des crises que nous traversons sont aussi des crises des inégalités. Vous évoquiez Fratelli Tutti. Fratelli Tutti nous manque gravement quand aujourd'hui nous maintenons des gouvernements qui acceptent de tels niveaux d'inégalité dans leur pays, mais aussi entre les pays. C'était là encore un des enjeux qui a plombé et continué de fragiliser les négociations internationales de la COP26 sans y apporter de solution. Donc on a ici une vision complète d'un gouvernement qui peut nous inspirer et dont nous pouvons espérer voir l'application et les effets dans un futur ou un présent qui est à notre portée. Et c'est là qu'il est intéressant de poser la mise en scène de Sienne dans cette salle de la paix, où les deux pans de mur des effets des bons et mauvais gouvernements, le mauvais que vous voyez sur la gauche et le bon que vous voyez sur la droite, ces deux pans de mur se font face. Et c'est très intéressant parce que spatialement, quand on se retrouve dans cette salle, il nous est donné de faire un choix. Vers quoi portons-nous notre attention? Quelle est notre vision du monde, en somme? Est-ce que nous nous tournons principalement vers les effets du mauvais gouvernement en anticipant que c'est notre seul cadre possible de pensée, auquel cas il nous est impossible d'accepter l'idée que l'amélioration ou une contribution à un bon gouvernement puisse exister, puisqu'elle n'est pas visible, elle n'a pas sa place. A contrario, nous pouvons, si nous sommes ici, là, ensemble ce soir, c'est probablement que nous tournons notre attention spontanément vers les effets du bon gouvernement. Nous sommes portés par un désir de construction, de réparation, de régénération du vivant. Là, je fais signe à Stéphane Durand et sa collection Monde Sauvage qui porte ce principe. Je fais aussi signe à Jean-Paul Capitani et à Françoise Nyssen qui ont porté, eux, agir pour le vivant. Donc nous sommes là dans cet élan-là. Mais cet élan-là seul ne peut pas suffire non plus, puisqu'il ne prendra pas compte ou ne tirera pas les enseignements des fragilités, des contraintes, des inerties, des blocages, de la violence, de la colère qui se manifestent aussi dans le registre des effets du mauvais gouvernement. Et j'aime cette photo parce qu'on voit le public qui est tiraillé entre les deux. Et on a en permanence besoin de changer de point de vue, d'être à la fois dans le bon et le mauvais gouvernement pour avoir une vision complète des choses, savoir d'où nous partons, vers où nous voulons aller et pouvoir aussi comprendre les visions du monde qui nous entourent pour pouvoir établir un dialogue. Si nous voulons unir nos forces, comprenons-nous, nous avons besoin d'échanger des points de vue. Et c'est ici une mise en scène qui nous permet d'y parvenir. Alors, cette mise en scène nous amène à choisir un but, un objectif, une mission de force à dessein, donc de construire cette renaissance écologique, mais qui nous semble peut-être là une mission impossible, mais qu'on peut entreprendre à l'échelle justement d'un saut dans le temps. Et là, je vous laisse voir apparaître cette adaptation qui a eu lieu au courant de l'année 2015 et qui a fondé le projet de renaissance écologique, partant de la fresque de Lorenzetti. J'ai demandé à un artiste, à Johan Bertrandi, un artiste nantais, de faire un calque sur la fresque, un tirage de la fresque de Lorenzetti, et de transposer fonctionnellement les éléments de la fresque initiale de Lorenzetti pour en adapter les fonctions, mais dans un monde que nous connaissons, dans un registre socio-technique qui est celui de notre époque et non pas celui de la première Renaissance, fin du Moyen-Âge. Et on voit ici la correspondance. Si vous jouez au jeu des 7 différences, vous pouvez voir qu'en bas à gauche, vous avez une femme en rouge sur un cheval qui, à l'époque, était une mariée. Il faut avoir les codes de la compréhension des codes vestimentaires de l'époque pour comprendre que la mariée portait du rouge à l'époque. Il est plus facile pour nous de voir ce qu'on appelle une meringue, c'est-à-dire une femme qui porte les attributs de la mariée et qui jette son bouquet. C'est cette simplicité du dessin qui nous a semblé importante de maintenir, l'allégorie,
doit pouvoir être comprise immédiatement. Le symbole, l'intention du dessin doit pouvoir être comprise. C'est ce qui m'a amené à choisir comme système de représentation un dessin tout simple, à la ligne claire, que certains pourront rapprocher des premières versions de BD, de Hergé, mais aussi de Magritte avec son travail sur le sens et l'image. Et on a ici un outil qui montre sa résilience et son intemporalité, cette capacité à traverser les siècles, parce que ce qui est représenté dans le dessin contemporain n'est qu'une continuité historique du propos de Lorenzetti en 1338. Voilà donc l'objet du livre qui a été publié par Actes Sud en 2019, Renaissance écologique, les 24 chantiers pour le monde de demain. Et je souhaite maintenant peut-être vous inviter là dans un zoom, et puisque nous sommes dans un zoom, c'est un zoom dans le zoom, à entrer dans cette fresque pour en voir des détails et en apprécier peut-être aussi la profondeur, la richesse. C'est une profondeur qui m'a été amenée à découvrir en faisant le puzzle de 1000 pièces pour reconstituer la fresque des effets du bon gouvernement de Lorenzetti. Je suis suffisamment pervers pour en faire des cadeaux autour de moi, et j'en parlais justement avec Jean-Paul tout à l'heure, qui me disait à quel point il me haïssait pour lui avoir soumis cet instrument de torture. C'est terriblement difficile, mais formidablement joyeux quand on y parvient. Donc, nous sommes ici dans un registre d'une représentation auprès du Saint-Siège, donc soulignons la part de l'intention morale, religieuse, spirituelle, en tout cas des valeurs qui portent l'intention de unissons nos forces. Il s'agit là d'un projet de transcendance, puisque nous voulons nous élever, dépasser, transformer l'état des choses qui est autour de nous, et qui peut porter aujourd'hui des principes nouveaux. Des notions comme tu ne pollueras point sont partout dans notre système de valeurs, et pourtant elles sont nulle part écrites. Personne n'a lu de constitution dans laquelle il y a écrit tu ne pollueras point. Donc c'est aujourd'hui pertinent de partir de ce moment-là, aussi de s'interroger sur les liens, donc religion, religare. C'est aussi dans ce sens-là que j'ai choisi Unissons nos forces, pour voir comment ces liens vont nous aider à tirer parti de nos complémentarités et partager le travail. Nous ne pourrons pas tout faire tout seuls. Unissons nos forces. Et voilà, peut-être maintenant, dans ce déplacement, on va suivre la bulle verte pour atteindre le registre de la famille, où se joue une grande partie des décisions. L'individu, par ses choix du quotidien, peut déjà entreprendre une énorme partie du travail, que ce soit dans la façon dont on mange, la façon dont on s'éveille au monde. Qu'est-ce qu'on écoute, de quoi on parle, est-ce qu'on se connecte à des sites de télé pour réalité, ou au contraire on va chercher l'information, on va lire des livres, on va aller à des conférences. Il y a des choses qui sont à notre portée gratuites et qui relèvent de notre libre arbitre. Pour certains, il est possible de régler la température, pour d'autres, il ne l'est pas. Donc, est-ce qu'on dort la fenêtre ouverte ou autre? Tous ces facteurs du quotidien façonnent une trajectoire d'émission et doivent pouvoir être compris aussi dans les registres d'expression qui relèvent de finalement la solidarité là, représentée par le dialogue entre des personnes qui se complètent, qui ne sont pas toutes les mêmes. Et heureusement, nous avons ici une évocation notamment d'une poignée de main entre deux personnes qui ne sont pas habillées de la même manière, un homme, une femme. Cette poignée de main donne de l'urticaire à certains candidats non déclarés à l'élection présidentielle en France. Tant mieux. Eh bien, revenons à l'intention ici, à la simplicité de cette poignée de main qui est évidente pour les enfants, et on va revenir dessus tout à l'heure. Cette complémentarité nous permet de nous rencontrer. De la rencontre naît la joie naît l'événement, la culture ici. Et c'est un point fondamental de l'équilibre psychique intérieur. Et, ce rapport sur la santé culturelle qui avait été commandé, là encore, par Françoise il y a quelques temps au ministère, a tout son sens. Et on l'a vécu dans notre chair quand nous étions privés de cet accès à la culture pendant les confinements. Voyons-nous aussi comme un moment où nous nous rassemblons, unissons nos forces, parce que quand on est rassemblés par des valeurs, une émotion, une aspiration à vibrer ensemble, eh bien nous avons les bases, le socle, le fondement qui va nous donner l'élan, le courage et aussi les moyens pour entreprendre. Et je précise ici que, vous voyez, ma gourde, c'est quelque chose qui semble aujourd'hui évident, et qui nous semble évident grâce à la culture, parce que ce sont dans des événements, des festivals, que nous avons appris à ne plus utiliser de gobelets à usage unique. Et d'ailleurs, moi, j'en ai fait une machine à faire rigoler les contrôleurs de la SNCF, parce que sur ma gourde, j'ai collé mon code QR code de grand voyageur, ce qui me permet d'avoir mon identification.
pour me faire contrôler ou passer les portiques. Ce qui fait que systématiquement, je fais rigoler les contrôleurs et donc ceci n'est pas une gourde, ceci n'est pas un billet de train, ceci est une machine à faire rigoler les contrôleurs. Vous voyez le lien avec Magritte, c'est pas seulement du dessin. Et on a du coup ici un travail qui nous amène à voir aussi la culture comme étant un levier économique. Rappelons que la valeur des industries culturelles est bien supérieure aux valeurs des industries de l'automobile, par exemple. Et donc, ces valeurs sont aussi en train de bouger en ce moment. On mesure la valeur différemment, on veut la produire différemment, on veut la partager différemment. Ce sont des clés indispensables pour réussir. Il va falloir changer cette vision de l'accumulation matérielle des quelques-uns aux dépens des autres. Donc, on va ensuite entreprendre et investir. On a devant nous d'énormes chantiers de transformation, notamment de notre stock de bâtiments, avec des matériaux qu'il va falloir employer, avec des compétences qu'il va falloir déployer et transformer. Et on va pouvoir aussi travailler sur l'adaptation des usages. Ces garages qui vont peut-être devenir des ressourceries ou des lieux de partage, des outils low-tech dans lesquels on va se retrouver à plusieurs. Là encore, unissons nos forces. Pourquoi chacun doit-il avoir sa propre perceuse? Donc, utilisons et mutualisons des espaces. Reprenons l'essentiel de ces valeurs coopératives, collaboratives, qui nous permettent de mutualiser nos ressources et soulignons la valeur et l'apport des mutuelles, notamment dans l'économie, entre l'économie ouverte de marché dérégulé et l'intervention publique étatique très contrôlée. Au milieu se situe ce registre trop peu, à mon avis, utilisé, celui des mutuelles, qui va nous permettre d'entreprendre différemment. On voit qu'on est aussi dans une continuité d'apprentissage qui nous amène vers l'éducation qui est nécessaire pour nous amener vers des compétences pratiques que nous allons pouvoir utiliser, peut-être valoriser dans nos métiers, mais aussi nous équiper pour la vie. L'éducation, ce n'est pas simplement des connaissances théoriques, mais c'est aussi être capable d'affronter, d'utiliser et de participer en tant que citoyen à ce métabolisme d'un système urbain qui se relie évidemment à la campagne pour notre quotidien. Ici, on voit l'essentiel de ce quotidien qui part par les comportements de consommation, notamment alimentaires, qui sont le fondement de notre quotidien, mais qui déclenchent ensuite toute une série d'activités par domino. Derrière nos gestes du quotidien se façonnent les flux logistiques. Est-ce qu'on consomme des biens commandés par Internet livrés en 15 minutes, avec peut-être des filières d'exploitation humaine, avec peut-être une augmentation de la consommation de matière pour la livraison avec les équipements d'autant plus consommateurs de matières techniques, etc. Ou allons-nous vers les producteurs sur des marchés? Quels sont les matériaux que nous consommons? D'où viennent-ils? Quels sont les gabarits des véhicules qui les transportent? Où sont-ils produits? Comment pouvons-nous éventuellement nous rendre à pied, en vélo ou en voiture vers les lieux de production? Donc, où sont situées les industries de cette entreprise? Comment sont-elles achalandées? Vers qui produisent-elles? Donc, on a devant nous des questions d'organisation et de gouvernance. On voit émerger ici l'ampleur de la tâche avec la nécessité d'une intervention de la puissance publique qui doit pouvoir assurer ce lien. Unir nos forces, c'est aussi le propos d'un collectif, peut-être d'une nation, mais peut-être aussi de nations au pluriel. On a parlé de la construction européenne. Ça fait partie des enjeux et des défis de la gouvernance, parce qu'on a une élévation de ces systèmes de gouvernance à l'échelle collective, continentale, qu'on est dimensionné pour relever également des enjeux qui dépassent de loin notre capacité d'action individuelle. Donc ici, le propos de Securitas, de Lorenzetti, est traduit en langue vernaculaire, mais n'a pas changé d'un iota, c'est cheminer sans peur et librement, travailler et semer tant qu'une telle commune maintiendra ce bon gouvernement, vous êtes protégés des malheurs. Voilà ce qu'on pourrait lire en préambule de chaque constitution, en préambule de chaque déclaration d'entreprise à mission, donc aussi bien dans le public que dans le privé, des mots simples que chacun peut comprendre et qui engagent mutuellement. On revient sur l'engagement mutuel. Travailler et semer, tant qu'une telle commune maintiendra ce bon gouvernement, vous êtes protégés des malheurs. Donc c'est à la condition de, puisque de l'autre côté, nous avons en contrepartie un engagement mutuel, qu'au final, nous obtenons un résultat. Et l'application de ce glaive de la puissance publique, qui fait aussi exercice de la force publique, c'est cette capacité à prendre des décisions qui s'imposent à chacun. Notamment, aujourd'hui, en ce moment, une décision difficile mais nécessaire, c'est d'adopter le zéro artificialisation nette, décréter qu'il ne sera plus construit sur des terres agricoles parce que ce sont des terres de bien commun, des terres au service
de la collectivité, des terres au service du vivant, au sens large, dont nous dépendons et auxquelles nous participons, pour lequel nous devons agir. Et on voit apparaître également des arbitrages entre des usages de l'espace public pour la mobilité, mais doit-on donner préséance à ces infrastructures de mobilité au détriment des terres agricoles de proximité qui sont précieuses parce que ce sont elles qui ont été enrichies de longue date par les matières organiques apportées par les urbains qui ont permis de nourrir les sols et les sols qui ont permis de nourrir en contrepartie les urbains qui produisaient ces déchets de matières organiques. Déchets d'ailleurs un terme inapproprié, un terme récent. Ce sont des restes plutôt, ou des épluchures, en tout cas des excrétas qui ont fait partie de l'activité humaine, qui ont trouvé leur destination, qui n'ont pas été accumulés dans des décharges ou envoyés somewhere away. Donc, on voit apparaître de nouveaux modes de déplacement quand on quitte le cœur de ville dense et à proximité, avec des distances qui s'allongent. Pour ces distances, on va avoir d'autres modes de déplacement qui vont s'adapter au tissu plutôt rural, avec des distances plus longues, et qui nous amènent à regarder les milieux dans leur diversité, qui façonnent les écosystèmes dont nous dépendons. Et je souligne ici, là encore, le pluriel, et je rappelle unissons nos forces. C'est parce que nous avons une capacité à unir les productions de ces différentes zones territoriales que nous pourrons à la fois avoir du bois, de l'alimentation, de la chaleur, des biens d'équipement, du mobilier, de la fibre pour les tissus, mais aussi de l'eau, des réserves, etc., etc. Donc, c'est une approche complète des milieux qui est représentée ici. On peut passer rapidement autour de la notion de ferme en polyculture élevage, qui aujourd'hui est une inspiration pour les notions de permaculture, dans un sens plus large, avec une approche du permadesign, de l'approche complète, systémique du paysage, qui vient composer les constituantes de ce paysage de manière concentrique autour des activités les plus intensives en main-d'œuvre. On va pouvoir assembler les différentes composantes. Et autour de cette fonction principale qui est nutritive, la ferme en polyculture élevage, on voit apparaître des éléments liés à l'énergie. On voit apparaître de la méthanisation, ici petite méthanisation, mais méthanisation quand même, pour valoriser les excrétas, notamment de l'élevage. Et puis autour d'autres milieux, notamment forestiers, on veut construire en bois, entretenons, développons, plantons, soignons nos forêts pour qu'elles puissent se régénérer dans le temps long, sans passer par des plantations qui vont être rasées. Francis Allais, encore à Arles, intervenait, je ne sais plus si c'était édition ou l'année précédente, mais pour parler de sa forêt primaire, et cette différence très nette qu'il marque entre une forêt et une plantation. C'est une invitation à célébrer la biodiversité de ces milieux qui sont encore loin d'avoir livré tous ses secrets, tous leurs secrets et des sources prodigieuses d'inspiration. Les milieux ouverts, des milieux ouverts avec ici un renard qui fait écho au travail de Stéphane sur des fraises pour le renard. J'ai un documentaire que je vous invite à voir. Ce renard qui est un allié, grâce à Stéphane, on le comprend. Et il faut pouvoir le voir pour le comprendre, sortir de l'idée qu'on va tuer sur un renard parce que c'est un vilain mangeur de poules. Et merci d'avoir mis l'accent sur ce renard et je l'ai fait apparaître dans la fresque à la suite de cette vision, de ce film-là. Et on voit apparaître le sujet qui fâche. Dans les paysages, quelle est la place que nous voulons donner à l'énergie? On ne voit plus la place qui est déjà prise dans les paysages par l'énergie, par les infrastructures liées au béton, liées au pétrole, qui nous amènent à nous déplacer d'une certaine manière, qui ont consommé de l'espace, qui ont transformé les villes, qui ont saccagé des rivières ou des vallées, etc. Ce sont des éléments d'énergie dans le paysage que nous avons acceptés. Je vous encourage à lire les travaux du collectif des paysages de l'après-pétrole, qui nous montrent vraiment que ce pétrole est déjà présent dans nos paysages. Et c'est une forme d'énergie qui a façonné le paysage auquel nous nous sommes habitués. Maintenant, demain, si nous basculons vers un système décarboné, ce seront de nouveaux équipements qui seront déployés, qui vont se substituer aux équipements du pétrole et du nucléaire. Et là, se pose la question de savoir jusqu'où nous voulons matérialiser, rendre visible, rendre présent ces ressources dont nous dépendons. C'est une invitation, évidemment, à modérer notre consommation. Plus nous consommons, plus nous aurons besoin d'équipements et plus nos paysages seront façonnés par la présence de ces équipements. Moins nous consommons, plus nous sommes sobres, plus nous créons de l'efficacité dans nos systèmes, moins nous aurons besoin de nous équiper en équipement de production. Et donc voilà un outil de débat. Il va falloir parler, disons, intelligemment, en tout cas en tant qu'adulte, de manière plus riche
des notions d'énergie dans les paysages, pas simplement dire: «Ah, le nucléaire, oh oui, mais charbon d'à côté, ouais». C'est des enfantillages, ces notions-là. Comprenons qu'il faut équilibrer l'offre et la demande. Comprenons qu'il va falloir adapter les ressources en fonction des typologies de sol, des climats. Y a-t-il de l'eau? Y a-t-il donc des barrages possibles? Le barrage a-t-il déjà été construit? Oui, non. Il y a un arbitrage avec la biodiversité. Comment faire avec les forêts? Faut-il les raser pour exploiter le bois ou au contraire les planter? Comment faire avec la biomasse? Est-ce qu'on peut dédier des cultures à la biomasse ou au contraire équilibrer? Vous voyez, on va devoir se poser des questions de fond, en détail. Et on peut espérer que la campagne présidentielle, avec l'ampleur de la mobilisation civique qu'elle induit, nous amène à nous élever. Au contraire, en ce moment, elle nous plombe en nous simplifiant le débat d'une manière vraiment dommageable pour la démocratie. Élevons le débat sur l'énergie et pensons aussi le paysage comme un prétexte au dialogue, au débat, à l'interrogation, à la mobilisation. C'est pour ça que nous avons besoin d'unir nos forces. Enfin, nous touchons à l'océan et les ressources halieutiques qui sont l'autre partie de cet équilibre indispensable, avec l'évocation des grandes filières d'approvisionnement comme des petites méthodes de pêche qui vont préserver les ressources, en tout cas qui vont nous amener à poser la place de l'homme, notre place dans cet écosystème. Jusqu'où voulons-nous maîtriser ou dominer cette nature, ou au contraire, dans un pari pascalien, acceptons-nous d'alléger notre place sur ce monde pour vivre avec et également contribuer à la, la continuité de cet écosystème. Voilà, en somme, les, les 24 chantiers qui s'assemblent. On les voit ici symbolisés avec l'analyse que j'en ai faite. C'est une analyse très subjective. D'autres pourront voir autre chose dans ces éléments de dessin. D'autres, d'ailleurs, pourront interroger l'absence de certaines notions. La santé, la justice ne sont pas partis ici de ces 24 mots. J'ai choisi de ne pas les mettre parce que pour moi, la santé et la justice sont des conséquences, sont des chantiers, disons, synthétiques ou de deuxième ordre. La santé est la résultante de justement l'ensemble de ces approches-là. Nous sommes aussi dans une approche de la santé One Health, où on va avoir une vision très systémique, beaucoup plus préventive, qui va composer avec l'air que nous respirons, avec l'eau que nous buvons, avec l'alimentation que nous consommons, avec le stress que nous aurons peut-être au travail ou pas, avec le lien social, etc. Vous voyez, les composants de la santé sont là dans les 24 chantiers. Et c'est finalement la composition de ces 24 chantiers qui produit de la santé, de même pour la justice. Donc on a ici un devoir de penser en système, de pouvoir relier ces chantiers les uns aux autres pour en comprendre les interactions, pour en anticiper, là encore, les dimensions. Cessons d'être surpris par des révoltes sociales quand on impose une taxe sur le carbone sans compensation pour les personnes qui vont subir les principaux effets. Ça n'a aucun sens. Si au contraire, on anticipe avec une vision plutôt plus complète d'une cause, d'une conséquence, d'une variante d'un territoire à l'autre, d'un équilibre des forces entre des gens avec plus de ressources et d'autres moins, là, on a des outils pour piloter. Et c'est en ça que la contribution de Lorenzetti nous invite aujourd'hui à nous emparer d'un outil de gouvernement. Et je fais le lien avec le texte de Laudato Si, j'ai pris quelques extraits qui nous montrent que, et je vous invite à lire les éléments que j'ai surlignés, le propos qui est dans la fresque fait directement écho à des éléments de texte qu'on peut piocher dans Laudato Si. Un autre extrait, de 142, ici, on voit le lien entre les différents groupes sociaux, donc du groupe social primaire, la famille, passant par la communauté locale et la nation jusqu'à la vie internationale. Là encore, on peut cheminer dans cette image, partant de la famille en bas à gauche, élargissant à la communauté avec l'interaction sociale, là où j'évoquais la notion de solidarité. On voit apparaître le territoire local avec la ville, peut-être le territoire ou la région, et puis on élargit progressivement au fur et à mesure qu'on se porte vers la droite de la fresque, et au final, on est capable d'englober une vision de très large surface internationale. Un troisième exemple, ici, nous amène à regarder l'alignement, l'intégration entre les parties d'une ville et avec une vision d'ensemble, pour ne pas s'isoler dans un quartier, donc là encore les notions de ghetto, et un espace partagé avec les autres, ce qui est aussi le sens de l'équilibre de la composition entre la ville et la campagne, deux éléments qui se retrouvent ensemble. Alors, maintenant, ça c'est la partie théorique. L'introduction peut-être à l'outil qui nous semble recélé
de nombreuses dimensions. Qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire? Et je voudrais ici partager maintenant quelques témoignages, des illustrations de la façon dont cette fresque vit au quotidien, en complément des lectures, conférences et autres interventions qui ont pu avoir lieu. Euh, Évidemment, quand vous avez vu cette fresque, vous vous êtes dit chic, j'ai envie de la colorier. Et d'ailleurs, à l'entrée du centre Saint-Louis, il y a un tirage sur lequel j'ai vu apparaître du bleu quand je suis arrivé. Peut-être que vous avez vous-même contribué à enrichir ce dessin. Et Marie-Ève, qui a eu cette idée tout à l'heure, je salue Marie-Ève Antoine de la librairie Stendhal, avec qui c'est un immense plaisir de préparer et d'intervenir ici. Donc, merci encore de l'invitation. Et je pense que c'est un outil de joie qui nous montre l'accessibilité du dessin dès le plus jeune âge. Et voyons ce que ces petites poupettes de 3 ans nous ont exprimé. Elles ont vu l'essentiel. J'évoquais tout à l'heure cette poignée de main. Elle est tellement importante, cette poignée de main. Et sans aucune consigne, ces 2 jeunes filles ont porté leur crayon vers des choses qui les ont marquées. Qu'est-ce qui les a marquées? Qu'un garçon et une fille puissent jouer au foot ensemble. Si vous avez observé la façon dont nos enfants jouent dans les cours de récréation, ce n'est pas une mince affaire. Ça a du sens pour elles. Cette poignée de main, elle est fondamentale. Elle est fondamentale pour les gens que nous rencontrons ici, là où nous vivons, mais elle est aussi fondamentale dans le sens qu'elle représente, cette poignée de main. Dans la connexion que nous avons entre ici les pays du Nord et des pays en Afrique, par exemple. Et la poignée de main, c'est dans les 2 sens. Ce n'est pas nous qui nous sentons supérieurs. Ah, non, non, non. On a beaucoup à apprendre dans la sobriété, aussi dans les cultures de l'oralité, dans la façon d'être. Et ça, cette poignée de main, elle est indispensable pour nous amener à créer ce lien. Et ce lien, là encore, qu'on peut établir dans les 2 sens, entre la personne en fauteuil roulant et la personne qui est en conversation avec elle. Et si c'était la personne en fauteuil roulant qui était l'experte qui donnait un conseil à la personne qui était debout? Notre regard doit changer. Ce n'est pas parce qu'il y a une personne qui est debout qu'il y a une position de supériorité et d'aide. Et là, elles ont vu l'essentiel. Elles ont vu ce père qui pousse un landau. Elles ont vu ce couple de femmes qui participent à la vie de la société. Et des adolescents plus hauts pouvaient accéder aux parties hautes de la fresque. Donc, ont vu d'autres choses et, avec leurs apprentissages, ont exprimé d'autres réactions. Vous voyez cette vague, mais vous avez peut-être remarqué également le surfeur. Donc c'est dangereux, on sait qu'il va y avoir, avec le réchauffement climatique, des tempêtes et une élévation du niveau des mers, et que ça va être dangereux. Mais on garde à l'esprit qu'on va s'amuser, on va faire du surf. Là encore, unissons nos forces, c'est la simplicité de l'outil, c'est ces petits tirages de la fresque qu'on peut mettre dans les mains de n'importe qui très facilement. Ici, une conférence qui avait réuni des collégiens lycéens, des groupes de 5-6 s'étaient emparés des tirages qui ensuite ont poursuivi leur vie après les conférences dans les salles de classe avec les enseignants, avec les groupes d'élèves qui s'étaient formés pour en faire des projets pédagogiques. Même taille de tirage, et puis là, on change de public, avec les 150 citoyens tirés au sort dans la Convention citoyenne pour le climat. À un moment donné, dans le 3e week-end, où ils avaient été saturés d'informations dans les 2 premiers week-ends, qui leur avaient exposé l'ampleur du problème et avaient vraiment servi de claque. Hein. Ils en ont parlé, ils ont pris une claque, les 150 citoyens. Il avait été important à ce moment-là de respirer, d'apaiser un peu la pression, d'alléger un peu la pression qui s'était posée sur eux en disant il y a peut-être aussi une vision d'un monde qui est possible, qui est à notre main et à laquelle il est possible de penser quand on va entamer les travaux de cette convention. Au quotidien, la fresque est aujourd'hui utilisée dans les bureaux d'élus. Ici, un des élus de Nantes, Hervé Fournier, qui a la fresque dans son bureau et qui situe sur la fresque les sujets dont il a la charge et qui lui permettent d'avoir à l'esprit les autres sujets dans une vision systémique sur lesquels ces autres élus interviennent. Et le fait d'avoir cette fresque dans les différents bureaux fait que chacun œuvre à cet ensemble global de défis et de chantiers, mais en ayant la main sur tel ou tel registre d'action particulier. La fresque a une dimension universelle, comme on l'a vu au début, et elle a pu aussi bien voyager à New York auprès de l'équipe qui conçoit les jeux de décarbonisation pour New York, qu'à Sozunco, au Bénin, près de Cotonou, dans un village lacustre, où elle sert de support, de récit également de ce propre village, où le dessin a pu être interprété par Jean, que vous voyez ici au centre, et qui, voyant le train de fret dans lequel il y avait à la fois des personnages et du fret, l'a qualifié de bus.
parce que l'entité publique qui fait le lien entre le village lacustre et le marché, vous avez aussi vu les stands du marché où il était possible de vendre le poisson du lac. Enfin, vous voyez, il y a des éléments de continuité. On peut interpréter ce dessin par sa simplicité, lui donner la fonction qui correspond au territoire dans lequel on se trouve. Ce qui est bien, si bien que la fresque peut aujourd'hui être utilisée aussi bien dans des territoires d'outre-mer comme en Martinique, que ici, c'était à Nantes avec le cycle supérieur du développement durable, des hauts fonctionnaires qui ont partagé des formations sur les enjeux de transition. Et puis, c'est un outil qui crée du lien entre des groupes sociaux qui peuvent aujourd'hui ne pas se croiser, ne pas se rencontrer. Ici, des mécènes, et regardez la position du groupe et le sourire est au même endroit. Un autre groupe, là, des militants climat, qui sont réunis dans la même énergie, avec le même geste et le même sourire au même moment. Donc, on a une capacité à tisser des liens, à nous fédérer, à connecter sur une vision de ce monde que nous pouvons façonner, dans lequel nous pouvons intervenir. Là, nous sommes dans le registre privé avec une entreprise qui s'est servie de cette fresque comme support de projection à 2030 de la stratégie d'entreprise, invitant les collaborateurs dans différents niveaux d'engagement à participer à l'élaboration de cette vision 2030. Des gens qui agissent sur telle ou telle zone de la fresque et qui sont dans l'action concrète sur tel ou tel enjeu. En bas, au centre, une femme qui a pris du recul, qui voit l'ensemble des chantiers se répartir, mais qui ne connaît pas le détail de ce qui est écrit par chacun de ses collaborateurs. Et au milieu, un groupe qui assure le lien, qui fait le débat, qui positionne. Donc on voit émerger des fonctions également dans le management qui nous permettent de programmer le partage des tâches à l'échelle de grandes organisations. Et puis on peut réunir beaucoup plus large. Là, j'avais eu la chance d'accompagner Loire-Atlantique Développement et 120 salariés qui se sont répartis sur 3 visions du temps, 0-1 an, 1-5 ans, 5-10 ans. Mais 3 visions du temps sur la même représentation, qui nous ont permis de travailler ensemble sur un schéma de transformation. Comment imaginer le même territoire évoluer entre l'immédiateté 0-1 an, le moyen terme 1-5 ans, et 5-10 ans, qui nous mène d'ailleurs à 2030, une des étapes importantes dans les stratégies de décarbonation. À 2050, on est en ce moment en train de travailler avec le gouvernement du Luxembourg sur la transition à l'échelle de Luxembourg en transition. Et pour le gouvernement du Luxembourg, on a utilisé cette même fresque pour spatialiser les différentes échelles spatiales, en haut à gauche, du local, du régional et du global. Donc, on retrouve le cheminement que j'évoquais tout à l'heure. Au centre, une spatialisation des enjeux de mobilité, en rouge sombre, les éléments d'offre, en rouge clair, les éléments de demande, et en droite, la représentation des différents topotypes, des milieux qui vont chacun interagir différemment avec le cycle du carbone et montrer des conduites des sols qui vont varier d'un territoire à l'autre. Enfin, en bas à droite, on a pu faire le lien entre les composantes géographiques du territoire du Luxembourg, réunies sur une carte du territoire, et qu'on a pu éclater pour les relier aux zones fonctionnelles du territoire. Donc on peut faire le lien entre une cartographie géographique et une cartographie fonctionnelle. C'est aussi un des apports de cette fresque. Et on poursuit avec des applications numériques. Nous sommes ici dans une expérience que nous partageons grâce aux outils numériques, grâce à cette retransmission. Eh bien, vous pouvez aller sur le site Renaissance écologique, trouver cette fresque et aller cliquer sur tel ou tel chantier pour accéder à des vidéos qui vous permettent d'avoir une expérience peut-être de récit plus précise ou sous d'autres formats dans tel ou tel sujet qui pourra vous intéresser. Et on va d'ailleurs publier à partir du 1er décembre de nouveau cette année 24 séquences vidéo correspondant à chacun des jours d'un calendrier de l'Avent. Et c'est un des exemples également de l'utilisation de cet outil. Pour moi, on en vient à l'intention globale. Si unissons nos forces, pourquoi faire? Ce n'est pas pour souffrir ensemble dans une matière dolorosa qui va nous amener vers une purification de l'âme par la souffrance. Non. C'est un projet collectif qui vise à nous épanouir, à nous réjouir, à nous donner l'énergie d'agir. Et je pense qu'il est important d'avoir ça à l'esprit, parce que le regard de Greta Thunberg, quand elle a découvert l'ampleur de la tâche, la sévérité de la situation, la brutalité des faits, l'a mis dans cet état de colère, l'a mis dans cet état de sidération, de fragilité, et qui nous a interpellés quand elle a démarré ses grèves pour le climat le vendredi. Voyez là
voyez là, 1 an après, 8 millions de personnes dans la rue. Son action, sa voix qui porte, son autorité qui est reconnue par des adultes qui entendent le message des plus jeunes, qui disent: «Attention, les décisions que vous prenez maintenant, ce sont celles qui vont façonner notre futur, notre vie». Regardez ce changement. Ce changement, c'est aussi, l'énergie qui vient de l'action, l'énergie qui vient de la mobilisation à plusieurs. Alors, on retrouve ici, peut-être, en cette année 2021, 70 ans après, la fondation de la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier, un peu peut-être l'émergence d'un nouveau projet. La On pourrait espérer qu'après le charbon et l'acier, ce soit le sang, le vent et le solaire qui puissent inspirer l'énergie, mais peut-être autre chose, c'est peut-être la citoyenneté et l'action ou l'alimentation, d'autres registres en tout cas qui vont nous porter ensemble en Europe pour agir de manière à relever les défis qui sont devant nous, que nous ne pouvons pas ignorer. Il nous convient donc d'œuvrer ensemble et d'unir nos forces pour y contribuer. Merci. On avait prévu de faire circuler un micro pour ouvrir des questions et réponses et débats entre nous. Donc, j'aurais peut-être dû introduire le fait que nous allions passer cette phase pour vous permettre de préparer vos questions. C'est toujours la première question qui peine à sortir, mais j'occupe ici à dessein le temps. Je vois une question d'Olivier. Prego, Fabio. Merci Julien pour c'est super intéressant. J'aurais une question toute simple. Est-ce que tu as essayé de porter ce projet au Parlement européen? Oui. Et alors? Avec des liens avec plusieurs députés européens qui ont réagi avec beaucoup d'intérêt et de curiosité. Les conditions sanitaires ont fait qu'aujourd'hui, les interventions auprès du Parlement européen sont compliquées, donc l'occasion d'une intervention au Parlement ne s'est pas présentée. Mais des contacts avec des parlementaires existent. J'espère en effet que c'est un projet qui pourra se matérialiser. Je pense qu'il y a au sein du Parlement européen un groupe qui peut se saisir de cet outil. Et je souligne d'ailleurs la dimension fédératrice que représente le dessin par-delà les langues. J'ai eu l'occasion d'utiliser la fresque dans une réunion de diplomates énergie-climat à l'invitation de l'ambassade de Grande-Bretagne à Paris. Et il y avait des Polonais, il y avait des Allemands, il y avait des Italiens, des Irlandais, des Écossais, des Anglais, des Français, des Bulgares. Et tous ces gens parlaient des langues différentes, mais tous ces gens-là comprenaient la même chose quand ils regardaient le dessin. Et on a vu l'accélération, l'immédiateté, l'appropriation également de cette vision commune qui permettait à chacun de repartir en disant « mais chez moi, ce que je vois ici dans l'agriculture, ça va se décliner comme ci ». Pensant que, évidemment, la déclinaison dans les Highlands écossais ne sera pas la même que dans les terres continentales de Bulgarie. Mais chacun a le même schéma de contribution à un ensemble global. Et je pense que c'est un des atouts et un des intérêts de l'utilisation de cet outil, de cette méthode, de cette approche, de cette ressource qu'est Renaissance écologique à la dimension européenne. Mais en fait, si on parle aussi intensément de l'écologie et si on en parle beaucoup, bah, pourquoi il n'y a pas beaucoup plus de gens qui s'y mettent? Quelquefois, je ne sais pas répondre à ta question. Il me peine aujourd'hui d'entendre que des adultes qui se prétendent responsables au point de se penser légitimes à se présenter à une élection présidentielle puissent débattre pendant des heures de sujets anodins et oublier l'essentiel. Des heures de sujets qu'ils ont fabriqués et à peine 16 minutes sur le climat, à peine 10 secondes sur la biodiversité. Pourtant, c'est la biodiversité qui fonde la vie qui nous entoure. Donc, il y a des gens qui, aujourd'hui, devraient t'écouter pour entendre ton appel avec la simplicité de tes mots et qui sont légitimes, qui devraient nous inciter tous à respecter la logique que tu énonces. Et justement, ce qui est intéressant, c'est qu'aussi, ça nous interroge sur le registre de la raison et de la logique. Tu vois, on aurait envie que les choses soient simples.
si c'est important, ben, occupons-nous de ces sujets. Et pourtant, visiblement, on n'y est pas. Et je pense que là, on doit réfléchir à d'autres manières de convaincre. Peut-être autrement qu'en cherchant à prouver par la démonstration. Je te prouve que là, c'est important, donc il faut faire ci. Et c'est aussi pour ça que j'aime utiliser ce dessin, parce que ce n'est qu'un dessin. Ça fait peur à personne. On ne parle plus d'écologie quand on est devant ce dessin, on est devant un dessin. Et en même temps, à partir du moment où on choisit de consacrer du temps ensemble autour de ce dessin, on est déjà en train de faire une contribution à l'écologie. Parce que tout le temps que nous consacrons à ce dessin, à travailler ensemble, à discuter, c'est par exemple autant de temps qu'on ne consacre pas à Internet, à aller surfer pour regarder des informations sur la famille royale britannique. Ce n'est pas ça qui va nous aider à résoudre les problèmes que tu as décrits. On a besoin de se retrouver et on a besoin de lieux où on peut parler. Et quelquefois, on a besoin aussi de lieux qui vont nous permettre de redécouvrir qu'on peut être d'accord. Là où les mots nous ont séparés, le dessin peut nous réunir. Et peut-être que c'est aussi parce que le mot écologie a été chargé de sens et que certaines personnes ne veulent plus entendre parler de ce mot-là parce qu'elles associent à ce mot des situations, des craintes, des peurs dont elles ne veulent pas parler, qu'elles ne veulent pas s'associer. Et le mot empêche l'action quelquefois, tandis que le dessin invite à l'action. C'est peut-être mon espoir ici, tu vois, et que peut-être la distribution de ce dessin dans les écoles, s'il y a une fresque dans chaque classe ou dans chaque établissement au moins, peut-être une fresque à l'entrée d'un théâtre, une fresque pourquoi pas là où on fait la queue pour faire ses courses. Quand il y a un marché avec différents étals pour faire ses courses chaque semaine, pourquoi n'y aurait-il pas un espace où on peut dessiner ensemble? C'est aussi utile de faire ses courses que de partager la vie du quartier et de se donner des nouvelles. Peut-être qu'on peut le faire à travers ce dessin-là. Et ça fait partie des espoirs. De l'espoir que je fonde ici, c'est qu'on puisse changer de registre pour agir ensemble. Alors, du chat, je voulais simplement dire aussi qu'il y a quelqu'un qui donc voulait témoigner en disant merci pour cette présentation très inspirante. Donc déjà des beaux commentaires positifs. Et moi, je voudrais tourner à l'origine. Comment vous avez eu su en fait de cette fresque et qu'est-ce qui a été le déclic? Il y a plus, ça peut être une réponse longue. Je vais essayer de la faire courte. Il m'est arrivé, enfin, j'ai donné un cours sur la ville durable à HEC en fin 2008, 2009, 2010. C'est le moment où j'ai démarré ce cours. Et il m'a frappé, j'étais frappé à ce moment-là des questions qui me revenaient. On me demandait, mais monsieur, à quoi ça ressemble une ville durable? Et j'ai voulu montrer qu'on avait de très nombreuses mauvaises représentations d'une ville durable, avec des erreurs qui avaient des conséquences graves. Parce que la représentation d'une ville durable, si c'est une tour en béton avec un panneau solaire, une éolienne à côté, une pelouse toute verte, et peut-être des gens qui sortent du TGV ou d'une voiture électrique, là on est à Rome, on voit bien que c'est absolument pas le registre qui va s'appliquer à un territoire comme celui-ci. Il n'y a pas de culture, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de patrimoine, il n'y a pas de quoi se nourrir, il n'y a pas de quoi s'adapter à la violence du changement climatique. Ça ne fonctionne pas. Donc, si on a la mauvaise représentation, de quoi est-ce qu'on va, comment on va agir? On va agir sur la base de ce qui est représenté. On va penser que l'écologie, justement, je reviens à la question de notre jeune compère, camarade de ce soir, les gens vont se dire: ah oui, l'écologie, c'est mettre des panneaux solaires partout, et puis moi, sur mon toit, j'en veux pas parce que justement, j'ai un joli toit en tuiles. Donc, ça ne marche pas. Donc, si on a une mauvaise représentation de ce qu'est un système durable, on va avoir une mauvaise représentation des chantiers à entreprendre et donc de l'effort qu'on va utiliser, de notre place qu'on va retrouver là-dedans. Et j'ai voulu montrer que ces problèmes de représentation n'étaient pas neufs. Et que si on revient dans le temps, il y a des erreurs qui sont d'ailleurs encore présentes dans les titres. La cité idéale de Urbino, c'est loin d'être une cité idéale. C'est un formidable panneau de représentation d'un décor finalement quasiment théâtral. C'est une des premières représentations de la perspective. On voit une ville classique, enfin des bâtiments classiques qui débouchent sur un port avec magnifiques décors inspirés de l'architecture antique. Mais là encore, il n'y a pas de vie.
il n'y a pas de quoi se nourrir, il n'y a pas de culture, il n'y a pas de rencontre entre les différentes composantes de la population. Et ce n'est pas, c'est ni une ville, ni un idéal, parce que s'il n'y a que ça comme idéal, on ne peut pas fonctionner. Et c'est en cherchant à traduire, à donner cet exemple à mes étudiants que j'ai cherché des illustrations de la cité idéale et de Urbino. Et par chance, il y avait une erreur dans les représentations. Et c'est une erreur de représentation du moteur de recherche qui m'a mis le doigt sur cette fresque de Lorenzetti où on voyait, pour moi par chance, à la fois la ville et la campagne. Déjà, première notion, si on veut parler de ville, il faut qu'on réunisse les deux. On ne peut pas vivre dans un espace bâti sans un espace pour nous nourrir. Et c'est clairement pas dans l'espace bâti qu'on va planter les céréales qui vont faire la farine, qui vont faire le pain, qui va faire la base de notre alimentation. Si ce n'est pas le pain, c'est les pâtes. Ici, on est en Italie, en tout cas, ça vient des céréales. Donc, ce n'est pas la ville bâtie qui va nous nourrir. C'est forcément les terres alentours. C'est ce qui va nous connecter entre ville et bâti. Premier élément qui m'a plu dans cette image. Deuxième élément qui m'a plu, on voyait plein de gens au moment où on savait qu'on ne pouvait pas imaginer la ville durable sans les habitants, ni contre les habitants. C'est pour et avec les habitants que nous pouvons penser ces éléments-là. J'ai aimé qu'il y ait autant de personnages qui soient visiblement actifs dans autant d'activités différentes les unes des autres, qu'ils se complètent et qu'ils soient au premier plan. Ces éléments-là m'ont plu. C'est ce premier niveau d'analyse que j'ai présenté à mes étudiants la première année. L'année suivante, j'y suis revenu et je me suis dit, tiens, je peux prolonger l'exploration. L'image m'a inspiré. J'ai continué d'y trouver des éléments d'analogie, des éléments qui faisaient écho à d'autres parties du cours que je réalisais. Et puis, c'est là où le puzzle offert par ma sœur est arrivé. Et en passant 3 jours, je ne sais plus combien de nuits, à assembler les pièces du puzzle, je n'arrêtais pas de me dire, il y a ça aussi, et puis il y a ci, et puis il y a ça, et puis il y a ci, et puis il y a ça. J'ai apprécié la richesse, la composition, que je ne pouvais pas voir dans leur présentation qui circulait à faible résolution sur Internet. Je me suis dit que c'est un véritable trésor. Au début, je ne savais pas vraiment quoi en faire, sinon que de dire, bah, attention, on était à l'aube de la COP 21, je me disais, il faut absolument qu'on serve de cet outil, de cette trame universelle, au moment où on parlait de pensée globale et agir local, d'un récit universel qui va devoir se décliner dans les variantes territoriales, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, des sociétés les plus industrialisées, les autres témoins. On va avoir besoin de décliner des variantes, mais alignées sur un objectif global. Donc c'est ce message-là que je voulais partager. J'avais pas encore de support. Et puis, chemin faisant, j'ai pris la décision de produire moi-même ce dessin que j'ai confié à Johan. Et à l'usage, je continue d'y voir des choses qui enrichissent le regard. Le renard, j'ai ajouté d'autant plus volontiers récemment que je me souviens avoir vu dans le détail de la fresque une pie qui a sa place au milieu des champs. Et aujourd'hui, on voit la pie comme un nuisible, mais elle est aussi un propagateur des graines et elle participe à la régénération des écosystèmes et elle fait partie des alliés qui entretiennent les écosystèmes, disons périphériques, mais pourtant indispensables au bon fonctionnement des plantes dont nous dépendons principalement. Merci. Merci pour votre présentation qui était captivante. D'autant que j'ai eu la chance de voir la fresque pas plus tard que dimanche, du coup in situ, et c'est très intéressant cette mise en perspective. Alors, du coup, j'ai plusieurs commentaires, et notamment celle de la représentation que vous évoquez de fait de bout en bout, y compris en soulignant l'intérêt de mettre cette fresque dans plein d'endroits différents. Une fresque, ça permet de se projeter dans quelque chose. Et j'ai l'impression que nos paysages sont saturés d'autres fresques de toute autre nature. Et est-ce que voilà, j'ai l'impression qu'on s'enferme. Enfin, en tout cas, notre perspective est saturée d'autres éléments. Et du coup, je pense que ça fait sens, effectivement, de se dire, mais ouvrons nos regards sur d'autres choses et plantons cette fresque à dessiner dans de nombreux endroits pour essayer de rééquilibrer un peu ce que l'on perçoit dans notre quotidien. Un élément de réflexion, mais le cheminement m'échappe un peu. Dans
les images que vous avez présentées de l'utilisation de la fresque, de fait, on est dans un des éléments de la fresque où les gens sont ensemble. Et, j'ai un peu l'impression, enfin, la difficulté dans laquelle on se trouve aujourd'hui, c'est qu'on a mis beaucoup de distance entre le citoyen et le gouvernement, entre le consommateur et le producteur, euh, et que cette distance nous empêche de voir la globalité des choses. Il nous tend à simplifier en fait le cheminement sans percevoir la complexité qui peut générer des écosystèmes vertueux et qui peut aussi générer des désordres massifs. Et je me demande du coup comment est-ce qu'on peut arriver pour faire sens collectivement et pour réunir les forces à au-delà de l'exercice ponctuel, et en même temps, je vois que vous le mobilisez à l'échelle d'État, comment arriver à remettre de la proximité pour débattre ensemble de ce territoire, débattre ensemble en fait de cette complexité et de qu'est-ce que l'on veut construire ensemble. Parce que si on n'arrive pas à remettre cette proximité, on restera dans une simplification à outrance des Oui. choses. Voilà, donc vous avez parlé de la Convention citoyenne, on sait aussi les limites qu'elle a eues, mais voilà, au niveau d'un collectif national, international, la COP26 a réuni des gens, mais qui ne partageaient peut-être pas non plus des référentiels équivalents. Et comment arriver à générer cette proximité qui nous permette de construire ensemble? C'est une question qui m'occupe depuis assez longtemps et je pense qu'il y a plusieurs. Je vous invite à raisonner en 3 dimensions, avoir plusieurs dimensions pour répondre à la question. Il y a- on va raisonner en 1, puis 2, puis 3 dimensions. Une dimension, c'est la notion de valeur, de projet et de communauté finalement d'esprit qu'on peut avoir. Est-ce qu'on parle le même langage? Est-ce qu'on a finalement le même, la même hiérarchie de valeurs, etc. Et on peut s'inquiéter de ça aujourd'hui, parce que quand on voit la ranceur, la noirceur, la dureté de certains propos parfaitement assumés qui représentent pour moi un retour en arrière, une bestialité, quand on entend certains candidats qui parlent de réintroduire la peine de mort, on se demande, là, la trajectoire n'est pas bonne. Ensuite, mais en même temps, on sent émerger des mouvements. Là, le succès qui est en train de s'installer autour du film Animal, les notions d'agir pour le vivant et la communauté qui se fédère, hein, je pense que c'est très important. Parce que les personnes qui sont venues la première édition sont revenues avec grande joie la deuxième édition d'agir pour le vivant. Cette notion, elle se décline. Donc, ce registre des valeurs, il change et on peut, nous, dans nos actions de proximité, dans nos familles, dans nos amitiés, dans nos commentaires, dans ce qu'on regarde, dans la façon dont on laisse des traces numériques, etc. Tout ça, c'est le reflet de déjà cette première dimension qui est l'alignement intérieur qu'on peut avoir sur un sens de cette action. Ensuite, il y a la notion de 2D qui est l'articulation des échelles d'action, parce qu'on voit bien que la notion de proximité, c'est pas du tout la même chose à l'échelle même d'un État comme le Luxembourg qui a la taille de Nantes Métropole. Donc, on peut être à l'échelle d'un État et en même temps à l'échelle d'une collectivité, 600 000 habitants dans les deux cas. Et là, on a besoin de faire la liaison en permanence entre la partie et le tout. Et je fais ici l'évocation du banc de poissons. J'en parle dans le livre également en soulignant que le banc de poissons est une solution de l'action collective de proximité massifiée. C'est parce que chacun des poissons va être attentif au signal de proximité qu'il va pouvoir changer sa trajectoire en maintenant sa vitesse. On peut changer de trajectoire à condition qu'on se donne des règles de ne pas se percuter et de maintenir la même vitesse. Et à l'échelle du banc, on ne se croisera pas, on ne se percutera pas et au contraire, on pourra propager le mouvement. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on voit émerger la notion du collectif qui est le reflet des micro-actions cumulées de chacun d'entre nous. Et on a besoin
aujourd'hui, de cette réactivité, de cet engagement synchrone qui va faire que dans un temps très très court, qui nous mène au 31 décembre 2030, aujourd'hui on est donc le 24 novembre, il nous reste 110 mois et 6 jours pour faire l'essentiel de ce trajet-là. Donc c'est un temps très court, chaque jour compte. C'est un des messages du GIEC, hein. Valérie Masson-Delmotte le rappelle quand elle commente le rapport spécial du GIEC 1,5 degré, qui est publié en octobre 2018. Chaque action compte, chaque demi-degré compte et chaque année compte. Donc on va avoir besoin de cette intensité de l'action qui va supposer une propagation très vite du signal. On ne peut pas attendre que 10 personnes convainquent 100 personnes qui elles-mêmes vont convaincre 1000 personnes et qu'à chaque cycle, on multiplie par 10 si on fait ça, et que chaque cycle prend 6 mois, on passe de 10 et on veut atteindre 7 milliards. Vous imaginez le nombre de fois où il faut faire 6 mois. Donc on a besoin de massifier et de synchroniser. Et donc là, on a besoin de la culture. La culture est un outil de la synchronisation de nos actions. C'est parce que nous nous retrouvons au même lieu, avec des mêmes valeurs, des mêmes contextes, des mêmes désirs, des mêmes symboles, des mêmes vibrations, des mêmes émotions, qu'on peut chanter à l'unisson. C'est parce qu'on a appris à faire la hola qu'on peut collectivement reproduire le mouvement d'une vague qui se déplace sur un stade. C'est parce qu'on arrive à déplacer nos téléphones avec leur truc. C'est parce qu'on saute, on fait... Et donc, cette dimension collective, on la vit dans le registre culturel, il faut qu'on le transpose au service de l'écologie. Donc ça, c'est la deuxième dimension. Et enfin, la troisième dimension, je pense qu'il faut qu'on fasse vivre ces notions au quotidien. Et là, on a besoin de la version 3D de la fresque. On a besoin de construire les équipements qui nous permettent de passer du dessin à la réalité. On passe du 2D de la fresque à 3D, je rentre dedans, je mange dedans, je pousse, je taille, je coupe, je transforme, j'admire, je me déplace, donc en tout cas du 3D. Et là, c'est intéressant parce qu'on peut imaginer un déploiement assez rapide, en fait, parce qu'il suffit de pouvoir prendre position tel un joueur de Go sur un échiquier avec au début 1, puis 10, etc. pierres, mais on va pouvoir massifier parce qu'on aura imaginé en amont que chaque action est réplicable et qu'on a une stratégie pour passer d'un point très vite à 1000 et non pas attendre une réplication beaucoup plus lente. Et l'intérêt de passer à l'action par ces incarnations en 3D, c'est que les objets, si on les conçoit aussi comme des objets rigolos, jolis, étonnants, surprenants, voire délicieux, agréables, conviviaux, neufs ou vieux, remplacés, etc. Bref, on va créer de l'événement. On va aussi porter ce message-là en alliant la forme et le fond. Et ça, c'est assez simple parce que ça nous invite à être créatifs avec les ressources dont nous disposons. Ça nous invite à être bricoleurs, ça nous invite à utiliser le système D. C'est ce que je détaille dans les pages 144 et suivantes du livre, avec une évocation peut-être d'une corde de cirque qu'on pourrait imaginer. Des cirques qui peuvent se déplacer, tels les troubadours, hein, on est dans le registre aussi des théâtres de médiéval, qui partageaient la vision politique à l'époque. Les théâtreux étaient des acteurs de la transmission du message politique. Ils partageaient d'un territoire à l'autre. Les compagnons, si on lit la vie solide, on reprend la notion de l'importance des fêtes autour du compagnonnage et des métiers du compagnonnage. Donc, cette incarnation du geste, du sens, de l'objet, va nous permettre de toucher les gens, va créer des points d'accroche. On peut penser en acupuncture, des aiguilles qui sont toutes simples, qui ne coûtent pas cher et qu'on peut installer. Ah, ça ne marche pas, je le déplace un tout petit peu. Ah, là, je suis sur un bon point d'activation. Ça marche. Donc là, je prends racine, j'active mon réseau autour de moi et par la preuve, par la démonstration du résultat, on convainc. Et ensuite, on a des ambassadeurs qui vont pouvoir propager. Moi, je pense que on passe de la première dimension, c'est l'aliment des valeurs. Deuxième dimension, la façon dont on se connecte en lien et aussi comment est-ce qu'on arrive à organiser les échelles. Et cette relation du banc de poisson permet de symboliser ça. Troisième, c'est de s'équiper. Je pense que les trois registres doivent se combiner. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour la présentation.
Merci de nous avoir présenté cet outil de la fresque qui est enthousiasmant et qui a l'air d'avoir beaucoup de succès, donc tant mieux. Maintenant, donc vous, même si ça allie les 3 dimensions dont vous parlez, et notamment une dimension de passage à l'action, ça reste un outil qui a une visée de sensibilisation, de pédagogie, et qui le fait très bien, je trouve. Et on a vu avec la Convention citoyenne pour le climat, par exemple, combien la pédagogie pouvait être efficace, puisqu'en assez peu de temps, finalement, elle pouvait embarquer des gens qui n'étaient pas forcément spécialistes du sujet. Mais on a vu aussi avec cette convention combien le dernier pas était difficile à faire, pas uniquement par cynisme et verrou des lobbies, ou, ces mots un peu valises, il y a une certaine réalité derrière, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi des situations il y a une grande complexité des enjeux derrière. Quand on dit pas d'artificialisation des sols, par exemple, tout le monde est plus ou moins d'accord assez vite, mais si après on parle logement et accès à la propriété à un coût réduit, ou si on parle infrastructure de transport, on voit tout de suite poindre assez rapidement les contradictions et les rapports de force qui tournent toujours du mauvais côté ces derniers temps, du point de vue écologique. Et donc je me demandais si, parallèlement à cette brique pédagogique, sensibilisation, qui, comme vous le disiez juste avant, elle est super importante, mais elle prend du temps, est-ce que vous voyez d'autres briques qui seraient nécessaires pour que dans le temps imparti, le changement advienne assez vite? Et quand je dis d'autres briques, ça peut être, vous parliez de Greta Thunberg, finalement, qui, elle, choisit quasiment de se tourner vers de la violence. Je dis ça avec toutes les nuances, je pense que la violence peut être dans des réactions que certains ont face à elle, mais je veux dire dans des... et ça peut être une brique politique, une brique, oui, civique, de violence, en tout cas de résistance, et pour démontrer que la violence n'est pas forcément là où on pense, etc. Enfin, est-ce que vous estimez qu'il y aurait, vous apportez une brique pédagogique et de sensibilisation, mais qu'il y en a d'autres à apporter, et quelle serait-elle? Là encore, je vais répondre en plusieurs étapes, je pense. Je voudrais revenir sur la notion du blocage pour anticiper que c'est un des sujets par lesquels on doit commencer. Si on n'anticipe pas le blocage, on ne sera pas préparé à faire face au blocage quand il se produira. Et je pense que ça, c'est aussi un écho au point que j'avais transmis en réponse à la première question de notre jeune auditeur, qui disait « mais pourquoi est-ce que c'est pas plus logique ?» Je pense que on a repris trop naïvement les mots de Chamberlain quand il est rentré de sa rencontre avec Hitler à Munich en 1938. « This is not a gentleman. » Ouh, quoi? Il ne raisonne pas comme nous. Donc, en fait, il était surpris. Son registre d'action était inopérant parce qu'en face, on ne partageait pas le même cadre de réflexion ou de valeur. Et bien évidemment, un projet de transformation et d'écologie qui aujourd'hui se doit d'être radical pour aller à la source, hein, c'est en ça qu'il faut prendre le terme radical, il représente une transformation de grande ampleur avec des gens qui, pour des raisons de confort ou d'intérêt de rente ou d'idéologie, vont s'opposer à cette vision-là. Donc un projet qui n'anticipe pas les réactions, c'est un projet qui est voué à l'échec. Et on peut tirer les enseignements des cycles précédents qui se sont présentés avec tout un tas de bons messages, mais qui n'ont eu aucun effet. Et moi, je suis assez frappé justement de voir que les rapports que je lisais en 2010, écrits en 2005 ou avant, des choses qu'on pouvait lire en 2000, des travaux qu'on ressort des années 50, des années 60, si on regarde le documentaire Warming Warning de 1981, diffusé à la BBC, ou sur Channel 4, c'est exactement la même chose qu'Une vérité qui dérange de Al Gore 25 ans plus tard. Il y a exactement la même structure narrative, le même niveau de connaissance scientifique, le même type d'analyse fonctionnelle derrière. Et donc on a eu de l'information qu'on a oubliée, on la redécouvre, on refait la même chose. Et on n'a toujours pas progressé. Donc, premier point, je pense qu'il faut anticiper les blocages et se poser la question de pourquoi ça bloque.
il y a des questions idéologiques, il y a des questions pratiques. Et parmi les questions pratiques, on a un véritable défi de poulet d'œuf. C'est-à-dire qu'on veut bouger les choses, mais en même temps, si on bouge trop brutalement, il y aura, quand on appuiera sur le bouton, il n'y aura pas d'électricité, on ouvrira le robinet, il n'y aura pas d'eau, on allumera le gaz, il n'y aura pas de gaz. Ce sera bien gênant. Et puis, si on dit que du jour au lendemain, on interdit les voitures thermiques, mais qu'on n'est pas capable de produire des voitures électriques pour les remplacer, à un moment, ça coince. Donc, on a besoin de planifier une évolution pour que, par étapes, on puisse accepter des cliquets, les mettre en œuvre et s'autoriser des changements en profondeur parce qu'on est sûr de pouvoir les mettre en œuvre. Donc ça, c'est une question pratique. Et c'est d'ailleurs, là, je reviens sur la fresque, vous voyez qu'on peut lire la fresque comme une composition de 3 strates. Le bas de la fresque, c'est que des facteurs qui dépendent de nos usages et qu'on peut mettre en œuvre sans perturber fondamentalement le système, et qui sont des signaux qui nous permettent d'enclencher le milieu de la fresque, qui est un registre d'équipement, d'offres, qui répond à ces usages et qui requiert un temps de préparation, de budget, de formation, d'équipement, de production, etc. Et on voit la rencontre entre la demande en bas, l'offre au milieu, la demande et l'offre, ça fait une dynamique de société, on a une dynamique économique, et là on peut envisager la conjonction de cette offre et de cette demande qui nous permettent de produire une dynamique de transformation pour atteindre les objectifs moyen et long terme de grande échelle qui sont le haut. La transformation du vivant, la transformation des terres, la préservation de l'océan, la préservation de l'air, la transformation des filières industrielles, des emplois, du régime démocratique et du code de gouvernance, la transformation de nos systèmes de valeurs, etc. Tout ça, c'est le haut de la fresque. Donc, on va avoir besoin de progresser. Donc ça, c'est la partie qu'on peut organiser. Et puis là encore, je pense que dans les registres d'autres natures, on va avoir besoin de, je pense, d'humoristes, de clowns, pour que le gars qui monte dans une aberration, on voit des trucs de 3 tonnes sortir. Là, vous avez vu Biden qui s'est mis au volant d'une espèce de tank électrique gigantesque, mais il faut lui mettre un nez rouge. C'est un clown. On ne peut pas imaginer que c'est une solution. On va avoir besoin de se moquer de nous-mêmes. Les humoristes sont très importants. On va avoir besoin d'espace de dialogue. Et je pense qu'on doit sortir de ces tensions où on ne se parle plus. Et là, quand on voit des barres de fer et des coups de ceinture qui arrivent en proximité des manifestations pour le droit des femmes, on a envie de s'accrocher à un pupitre, là. On perd pied. Donc, recréons justement ces cas de dialogue. Et puis, démultiplions les moyens d'action, parce qu'on le voit, là encore, c'est un des apports de cet outil, de cette représentation. On va voir qu'il y a plein de leviers simultanément possibles d'action, que ce soit peut-être dans l'action des situationnistes, des gens qui, comme Extinction Rébellion, vont s'attacher aux portes du siège de Shell, ou qui vont bloquer des ponts, qui vont créer de l'image et interpeller le média, etc. D'autres qui vont agir de manière beaucoup plus subtile sur l'évolution des règlements financiers pour que les obligations de transparence et de suivi de l'impact des investissements pour les investisseurs du point de vue de leur responsabilité fiduciaire, donc qui les engagent juridiquement, sont finalement des outils à très fort impact. Et la Philippe Zaouati, qui était intervenue à Agir pour le vivant, a montré que, en tant qu'acteur de la finance, c'est aussi un des acteurs du changement. Et je pense que c'est pas ou, mais plutôt et, c'est la conjonction de ces différents leviers qui, opérant en système, pouvant avoir des passerelles, des points d'interaction, des points d'articulation qui vont faire qu'on va y arriver. Je pense qu'on a besoin de principes communs, on a besoin d'un calendrier commun, et on a besoin peut-être de complémentarité pour surtout se partager le travail et agir là où on peut agir avec les moyens dont on dispose. Oui, merci Julien Dossier de votre intervention ce soir. Je crois qu'on va pouvoir s'arrêter là, si vous voulez bien. Si il y a d'autres questions, vous pourrez les poser tout de suite après. Merci à Librairie Stendhal de son partenariat, la Semaine des possibles, l'ambassade de France auprès de la République italienne et Actes Sud. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Ceux qui sont en ligne, vous pourrez écouter la vidéo, je crois, ce sera en vidéo demain.